Comme on disait, la problématique ici, nous qu'on avait, et sur laquelle on a travaillé depuis quelques temps, certains le savent dans d'autres universités, c'est que c'est pas forcément évident de travailler sur la détection des vaisseaux sanguins, surtout dans des très gros fichiers. Donc, pour faire un récap assez rapide, donc nous, on a utilisé des cerveaux embryonnaires de souris, qu'on a clarifié avec un protocole eDisco, qu'on a mis après dans de l'éthylcinamate, ce qui le rend compatible avec plus de microscopes, parce que l'éthylcinamate, notamment, n'est pas toxique pour l'utilisateur et est compatible avec les différentes lentilles qu'on peut utiliser. On a fait des marquages de type isolectine pour les vaisseaux sanguins. Mais si vous ne le savez pas, le gros problème de l'isolectine, c'est que les macrophages et les microglies le prennent énormément. Donc du coup, je me retrouve avec des images comme ça, où je vais avoir une genre de barrière hémato-encéphalique qui va être très fluo. En un, j'ai des cellules immunitaires, ici ça va être des microglies plutôt que des cellules immunitaires, en deux, qui vont absorber mon marqueur, et en trois, j'ai mes vaisseaux réels. Et donc là, on s'est posé la question de comment on va optimiser un petit peu la détection des vaisseaux. Encore un autre comment dire, une petite aparté, mais les marquages CD31, c'était vraiment pas possible, ils sont vraiment pas bons du tout, et donc on n'avait pas des bons résultats au light sheet. Donc j'ai testé différents outils, donc comme on fait dans Maya, hein, c'est-à-dire que on va passer du plus simple au plus complexe avec de la morphologie mathématique, mais ça marche pas. J'ai utilisé des classifieurs de pixels, quelle que soit l'implémentation du QPath, de l'Elastic, du Weka ou n'importe quoi. On voit qu'on commence à voir les vaisseaux. Donc ici c'est une map, un LUT en comment dire rainbow. Donc plus ça tend vers le rouge et plus il y a une haute probabilité. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de vaisseaux qui sont détectés. Mais on va voir aussi que entre les vaisseaux, on va voir les cellules, ici les microglies, qui sont toujours détectées et la barrière qui l'est toujours. Donc ça marchait pas. Donc on est parti sur l'idée, enfin je suis parti sur l'idée d'un UNet qui fait en fait, comment dire, le lien avec les différentes présentations qu'on avait déjà eues avec Maya, puisque notamment il y avait eu des présentations avec DL Formic. Donc pour rappel rapidement, mais un UNet en fait il y a un encodeur et un décodeur. On va essayer de réduire la taille de l'image pour essayer de récupérer les différentes informations, et puis on va réagrandir l'image pour récupérer soit des classes, soit des probabilités. Donc ça tout le monde connaît. Et donc j'ai testé ce que tout le monde aurait fait, je pense, c'est DL Formic. Et là, DL Formic, alors c'est un outil qui est super bien, qui fonctionne avec des Docker et ça marche terriblement bien, mais on a des gros problèmes. Leur unit 2D est mal implémenté et on a des gros problèmes de tile. Ils sont tous au courant. Suite à la réunion de Maya, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils doivent travailler dessus. Donc pour l'instant, ça marche que si on n'a pas des larges images. Donc j'étais à zéro et donc j'ai eu des gros problèmes. Donc là, j'ai pas pleuré dans mon coin, j'ai contacté d'autres personnes, notamment sur le forum, et j'ai eu la chance en fait de discuter avec Brian Norton, qui est vraiment hyper actif sur le forum d'analyse d'image, qui, comment dire, qui lui avait déjà développé un outil qui s'appelle Napari Easy Augment Batch. Et donc, cet outil, ça va être un plugin qui est directement inclus dans Napari et qui va travailler, qui est super bien parce qu'en fait, on peut vraiment, comme je disais juste avant, on va pouvoir plugger à peu près tout ce qu'on veut dessus. Donc, soit on peut faire du Cellpose, soit on peut faire du Stardist, soit on peut faire du SAM, du MicroSAM. On va vraiment pouvoir plug à peu près n'importe quel outil. Mais son plugin, ce qu'il a vraiment bien, c'est qu'il va homogénéiser le fonctionnement de l'intelligence artificielle dans Napari. Parce qu'il va, comment dire, automatiser l'endroit où vont se situer les images, les augmentations, comment on fait l'entraînement, etc., etc. Donc c'est vraiment un plugin qui était ready to use. Et merci à Brian, parce que là, moi, j'avais juste à plug, en fait, les outils dont j'avais besoin, et tout le reste avait déjà été fait. Donc, ce que je vais vous montrer, ce qui est bien aussi, c'est que là, je vais vous montrer l'outil où je vais plug un unit 2D avec Monai, mais on pourrait partir du même, comment dire, outil sans réinstaller quoi que ce soit, mais juste en mettant les différents fichiers Python pour l'utiliser avec Cellpose ou avec SAM, etc. Donc, ça peut être pratique parce que du coup, si vous avez l'habitude de ce plugin, vous pourriez faire plusieurs types d'analyses et pas seulement celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai utilisé son outil qui marche vraiment terriblement bien. Je n'ai pas les images là tout de suite, mais donc l'amélioration est vraiment énorme entre un Random Forest et un 2D Unit. On a vraiment des belles améliorations, mais on avait toujours des gros problèmes avec certains gros vaisseaux, c'est-à-dire qu'il détectait bien les petits vaisseaux, mais il ne détectait plus les gros vaisseaux, et on va avoir des problèmes avec des cellules et l'extérieur du cerveau.
Donc ça, c'est un petit rappel. Alors, je suis pas hyper calé en Monai, comme je disais, c'est Brian qui a fait ça, mais voilà, c'était juste une petite info sur ce que c'est que Monai si vous voulez l'utiliser pour d'autres choses. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est vraiment un kit pour l'intelligence artificielle profonde où il y a quasiment tout qui est dedans. Et donc, il y a déjà tous les outils qui sont encodés pour faire de l'augmentation et d'autres choses. Donc, vous pouvez vraiment plug à peu près tout ce que vous voulez avec. Donc voilà. Donc le souci qu'on avait, c'est que moi, je n'arrivais pas à détecter mes vaisseaux sanguins correctement. J'ai une image qui était finalement meilleure que celle-ci, mais il y avait toujours des artefacts. Du coup, on s'est intéressé et j'ai pas mal travaillé sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de son outil pour essayer de le rendre plus pertinent par rapport euh, à mes images. Et donc là, on va travailler dans le cœur de l'hyperparamètre. Donc je vais rentrer un petit peu vite fait dans les détails. Je suis désolé si j'accroche ou si je dis des erreurs. Je suis quand même à la base un peu comme vous, biologiste, et après je fais l'analyse image. Je suis pas dev ni info, donc corrigez-moi si je dis une erreur. Mais là, ce qu'on a fait, donc, c'est des petits rappels. Quand on va travailler sur un modèle en fait de UNet, on va pouvoir sélectionner au niveau du premier layer le nombre de features pour démarrer, et après on va incrémenter, et donc il y aura à chaque fois le double. Et plus il y aura de features, plus potentiellement il va pouvoir voir les éléments d'intérêt dans l'image. Et donc, typiquement, son plugin à la base ne permettait pas, sauf grâce à un script Python, mais là le but, ça va être d'améliorer encore une fois un plugin ready to use où vous avez juste une fenêtre qui pop-up et vous pouvez changer des paramètres, de par exemple changer le nombre de features. Ici, on va voir que plus on augmente le nombre de features au niveau du premier layer, et plus on va pouvoir détecter nos cellules d'intérêt, et ici, c'est nos vaisseaux sanguins. Ne faites pas attention à la qualité des outputs. À chaque fois, j'ai fait juste des petites annotations juste pour vous comparer ce qu'on pourrait avoir, mais ce n'est pas les résultats finaux qu'on a avec avec l'outil. Parce que avec l'outil, vous allez voir on va arriver très vite à beaucoup d'annotations. Et donc, après, il y a moins d'influence du nombre de features utilisées et de ces genres de choses. Donc là, je suis reparti de zéro hier, ou avant-hier plutôt, pour vous montrer ce qu'on pourrait avoir au tout début des annotations. Ça va? Donc, en brun, j'ai quoi? Euh, En brun? j'ai juste, est-ce que tu veux les questions au fur et à mesure ou tu veux à la fin? Comme vous préférez, moi ça me dérange pas, on peut s'arrêter quand vous voulez. Donc juste, je vais faire une aparté juste pour finir. Donc en brun, en fait, c'est des dessins qu'on fait à la main. Donc j'ai annoté trois classes. En brun, ça va être tout ce qui va être background. En bleu, c'est tout ce qui va être tissulaire et microglie. Et en mauve, je vais avoir tout ce qui est vaisseau sanguin. Vas-y, dis-moi. C'est moi en fait qui ai posé une question dans le chat, je Ah, pense, je vois pas le chat. Euh, C'était juste, est-ce que ce nombre de couches a un impact sur l'utilisation de ton calcul, soit en RAM de la carte graphique, soit en temps de calcul ou Exactement. Donc il va y avoir, en fait, plus on va utiliser de features, c'est plus les calculs vont être longs. long, mais est-ce que du coup ça impacte la RAM? Ça impacte pas la RAM puisque moi je fais mes calculs sur GPU, on a déjà tout fait et c'est GPU ready donc ça impacte ta VRAM. Oui, pardon, quand je dis la RAM, c'est Oui, la oui, pas RAM de souci. GPU, la VRAM, Oui, pardon. ça va influencer, ça pourrait influencer ta VRAM. Donc si tu y vas un peu trop comme un bourrin, tu peux atteindre des out of memory tu dois revoir Oui, les tailles des choses que tu fais. c'est vrai, mais tu verras que le paramètre le plus important pour le calcul, ça va être plus le nombre de patchs et je vais te montrer ce que c'est après. Ok. Il y avait d'autres questions? Donc, Et, dis-moi. Jean-Daniel qui a demandé si tu as essayé Code-Free Development and Deployment of Deep Segmentation Models for Digital Ouais. Pathology. Faut juste, j'avais présenté vite fait un truc, je suis pas mono-obsessionnel, mais DeepMill qui permettait de faire du UNet et il y a un plugin QPath qui permet de dialoguer, donc de faire du UNet sur des très gros échantillons. Je sais pas si tu avais déjà vu Non, ça et testé ça. Ok, bon. non, j'avoue que j'ai pas Non, testé. non, mais ok. Ok. Savoir si, moi je l'ai jamais testé, mais savoir si via ce truc-là, tu avais eu déjà des limitations et c'est pour ça que tu étais parti sur une autre solution. Non, Je j'avoue l'ai que pas testé. c'est pas un des outils que j'ai testé. J'aurais pu Ok. faire le test et je pourrais regarder. Hmm. Mais tu vas voir que maintenant, cet outil-là, il est tellement Oui, oui, comment oui, dire, oui, non, customisable à façon que je pense qu'il va répondre à pas mal de ouais, problématiques. ouais, ouais. Merci. L'autre chose, c'est que on a rajouté, parce que ça aussi, c'était pas directement dans l'outil à la base, on pouvait choisir maintenant la profondeur en fait du unit, donc le nombre de couches qu'on va utiliser. Et plus il y aura de couches, là vraiment, ça va énormément ralentir le calcul.
mais on va comprendre et globaliser mieux l'information. Donc ici, c'est un exemple où j'avais beaucoup plus à noter, par exemple. Et vous allez voir que quand on passe sur des choses fines, je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran, mais on va commencer à détecter vraiment de façon plus efficace les vaisseaux, rien qu'en augmentant d'une couche de profondeur 5 à 6. Donc c'est vraiment ici, à gauche et à droite, c'est les mêmes annotations. Là, j'ai pas modifié le paramètre d'avant. À chaque fois, je ne change qu'un seul paramètre pour vous montrer ce que ça fait. Et donc la profondeur, là, va augmenter vraiment le temps de calcul et le poids du modèle. Par exemple, avec une profondeur de 4, on a des modèles qui font à peu près, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais si je me souviens bien, on est sur du 23 mol modèle. Et avec une profondeur de 6 et qu'on a aussi beaucoup de paramètres à la première couche, on est plutôt sur 400 mol modèle. Dis-moi Bertrand. Et d'un point de vue de la VRAM, là, t'es encore t'es sur quoi Alors, comme GPU, moi, je toi? suis sur un laptop. J'ai une 3060 mobile avec 8 Go de VRAM et il y a tout qui tourne. Ah, ok, donc ça reste léger quoi, Ouais, parce qu'en fait, en- le principe, c'est qu'on a fait, et j'ai essayé de le dire, mais je suis peut-être passé à côté, mais on est sur un 2D unit. Donc, on allège énormément les nombres de calculs. C'est après, à la toute fin, qu'on remet tout en 3D, en fait. Si on était passé directement sur des principes de 3D, on n'aurait pas pu transporter l'outil. Et donc, le but, c'était vraiment ça, c'est de rendre un outil qui est efficient, mais utilisable. On n'a pas besoin d'un ordinateur de la NASA. Moi, j'ai tout fait sur mon laptop. Ok, cool. Après, malgré tous ces problèmes-là, j'avais toujours des gros problèmes. Et donc là, c'était une idée, on a pas mal travaillé dessus, c'est sur le concept de poids. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on a une classe qui va être sous-représentée, malgré les erreurs qui pourraient être faites par le unit, il va avoir tendance à négliger son apprentissage. Donc du coup, c'était un petit peu, on va forcer, on va lui imposer de lui dire, si tu fais des erreurs sur des classes qui sont sous-représentées en termes de nombre de pixels, bah là, moi, en fait, je te pénalise très très fort. Et là, je te dis que tu as vraiment fait une erreur. Et donc, ce système de poids va redonner de l'importance à des classes qui étaient vraiment très peu présentes. Ici, par exemple, mon nombre de vaisseaux sanguins par rapport à la globalité du tissu est peu présente. Et donc, on va pouvoir pondérer ce genre de choses. Donc, ici, c'est encore un exemple. Mais je peux du coup, donc là, c'était pareil, il y avait 6 couches, etc. Je peux, par exemple, lui imposer. Alors, les chiffres sont absurdes hein, dans ce cas-là, mais par exemple, de pondérer et de dire que si tu fais une erreur sur les vaisseaux, c'est beaucoup plus important. Et comme vous voyez, il détecte beaucoup plus de vaisseaux sanguins. Parce que là où il avait comment dire, là où il avait des doutes et là où il faisait des erreurs, maintenant, il est obligé de repasser dessus pour vraiment bien se corriger sur ce genre de choses. Dis-moi, Nicolas. Sur ces valeurs de pondération, tu vas chercher une information, tu vas compter les pixels que tu as reconnus dans une image ou c'est pour l'instant c'est juste des tests empiriques Pour l'instant, c'est que des tests empiriques, je t'avoue. Et pour l'instant, moi, mon paramètre qui marche le mieux, donc si je reprends ces 3 classes, je mets le background à 1, j'ai le cerveau à 2, donc il faut qu'il fasse 2 fois plus attention, entre guillemets, sur le cerveau que sur le background, et j'ai le vaisseau à 6. Ok. Mais pour l'instant, c'est empirique. Et j'avoue que si quelqu'un a une aide pour essayer de le fixer mieux, je sais pas. Mais moi, c'est par expérience que j'ai fait ça. Et sur nos tests à nous avec YOLO, on voulait éventuellement corriger en fonction du nombre d'objets, parce que nous on est en segmentation sémantique, d'instances, en nombre d'objets. Mais du coup, si tu fais un comptage de pixels pour chacune de tes masques, est-ce que ça peut pas t'aider à trouver une pondération? Mais c'est Je suis d'accord, mais j'ai un autre problème, c'est que tout l'outil, et je l'ai peut-être pas insisté, mais tout l'outil il est en sparse annotation et tu n'es pas obligé de tout annoter. Donc je pourrais avoir beaucoup de vaisseaux annotés par l'utilisateur et pourtant le nombre de vaisseaux dans l'image finale est réduite. et, et en prenant le résultat, le masque, pardon Christophe, excuse-moi. Oui, on pourrait. Est-ce que les pondérations que tu mets là, 1, 2, 6, ça correspond à ton déséquilibre de classe initial dans les détections? Bah, c'est ça en fait, je pense, c'est un peu ce que Nicolas voudrait savoir. C'est comment on pourrait établir ça, et pour l'instant, comme je disais, je l'ai fait vraiment de façon très empirique. Mais il faudrait peut-être faire un calcul de nombre de pixels par classe et donner une valeur pour l'utilisateur. Ça, je vais noter. Et donc, on se retrouve avec un outil qui est comme celui-là. Donc, quand vous allez ouvrir la fenêtre Napari, maintenant, il y a un nouvel outil. Donc, c'est ce que Brian m'a aidé à faire.
Et donc, c'est un nouveau framework, donc un kit en fait pour l'intelligence artificielle, et qui permet de faire du fine-tuning de façon assez facile. Donc, on va toujours avoir, donc l'esprit, c'est du sparse annotation, donc on ne vous demande pas du tout d'annoter l'entièreté d'une image pour pouvoir être pris en compte. Deux, on peut choisir le nombre de classes, ou alors il y a une détection automatique du nombre de classes en fonction de ce qu'on a dessiné. Trois, on peut choisir la profondeur, donc le nombre de couches, le nombre de features pour commencer sur la première couche, et le poids, pour l'instant, on peut le faire que sur trois classes. Donc, on va pouvoir ici choisir, là, tout est à 1, mais on pourrait mettre 1, 2, 3, comme moi quand je dessine. Puis après, le nombre d'époques, ça, vous avez plus l'habitude. Le learning rate, bah, c'est à quelle vitesse il apprend, mais généralement, je ne le change pas. Et le dropout, généralement, je suis à 20%, moi, donc 0,2. Donc le dropout, c'est, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est en fait, on éteint de façon randomisée certains neurones pour éviter qu'il y ait un chemin d'apprentissage privilégié par rapport aux autres et qu'on soit sûr de généraliser. Donc là, on avait un outil qui était quand même pas mal costaud et qui permettait d'aller plus loin. Mais il manquait toujours des choses. Donc là, après, on est parti sur des nouveaux paramètres pour essayer d'apprendre au mieux. Donc c'est tout ce qui était sur l'augmentation. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez tous, mais donc on a des augmentations qui sont des flips, des rotations, des resize, changement de brightness et de contraste, gamma, etc., etc. Et tout ça maintenant est implémenté dans l'outil à la volée. Vous pourrez le sélectionner directement dans le plugin. Vous pourrez sélectionner un, deux, D et faire autant que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de sélectionner les mêmes par image parce que ça se fait par. En fait, vous allez voir que quand vous ouvrez l'outil, vous allez avoir euh, les images, une image 3D en fait représentative de votre dataset de plein de cerveaux. Et vous pourriez dire, bah tiens, j'ai un cerveau où il a vraiment du mal, je fais plus d'augmentation sur cette couche-là et pas sur d'autres. Voilà. Donc, par contre, et c'est là où je rejoins la question de Nicolas, c'est ce qui va vraiment être le plus, comment dire, ce qui va poser le plus de problèmes au niveau du temps, ça va être le nombre d'images, le nombre de patchs, du coup, dans votre dataset. Parce que du coup, vous allez voir que de base, quand on commence, on va sélectionner généralement de créer, je sais pas, 50 ou 100 patchs sur une image, parce qu'il n'a pas beaucoup de data. Mais si vous commencez à faire 100 patchs par image et que vous commencez à avoir 25 ou 30 images à noter, même de façon partielle, bah, vous allez vite passer à 2000, 3000 data, et donc chaque époque va prendre un temps fou, hein. Vous passez très rapidement d'époque en secondes à époque en plusieurs dizaines de minutes, et après vous faites votre training en 4, 5 ou 6 heures. Donc c'est là où il va falloir faire attention. Alors vous allez voir, il y a un outil pour supprimer toutes les augmentations. Et par exemple, pour réaugmenter toutes les images, si on veut toutes les faire de la même façon. Donc généralement, ce que je fais, c'est que quand on commence, on va utiliser beaucoup de patchs sur pas beaucoup d'images et on va faire des annotations itératives avec des corrections à la seule pause. Et quand on commence à avoir un truc qui est robuste, je supprime toutes les augmentations. Et là, maintenant, je vais lui dire, bah, j'en veux que 10, 15 ou 20 par image et j'arrive quand même à 1000 patchs. Et ça se situe comme ça, en fait, dans l'outil. Vous allez pouvoir sélectionner, comme ici, vous voyez, on peut sélectionner toutes les augmentations, le petit 2. On peut sélectionner le nombre de patchs par image qu'on veut et la taille des patchs, qui va être très importante, notamment dans mon cas, parce que vu que moi j'avais des gros vaisseaux et des petits vaisseaux, bah, j'étais obligé d'avoir des patchs d'au moins 512 pixels par 512 pixels pour essayer de globaliser, de comprendre l'information dans l'image. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas testé, mais c'est une remarque qu'on m'a faite. Il y a un papier qui est sorti qui montre à quel point les belles images ne sont pas forcément pertinentes avec ce type d'analyse et que, en fait, diminuer la résolution des images aurait été plus pertinente, de un, parce que ça aurait augmenté le temps de calcul, et de deux, en fait, ça permettrait à l'IA de voir un champ plus grand et donc de comprendre mieux ce qui se passe. Donc, des fois, juste faire un resampling, ça aurait pu déjà beaucoup aider. Et là, c'est quelque chose sur laquelle j'ai pas mal travaillé moi. Donc, c'est comment on. Donc là, on avait un plugin, comment dire, Napari. On a amélioré le plugin Napari pour essayer de le rendre plus user-friendly et en vous permettant de sélectionner plein d'hyperparamètres. Mais maintenant, comment on passe de notre image CZI à notre image prédite? Pour l'instant, il n'y avait rien. Et donc, c'est tout ça sur laquelle aussi j'ai beaucoup travaillé. Et donc, il va y avoir sur mon GitHub plusieurs scripts que vous allez pouvoir suivre les uns après les autres. Le premier script, son but, c'est de lire l'entièreté des images CZI que vous auriez pu produire, pardon, sur un light sheet.
puis d'extraire de façon arbitraire toutes les X images. Donc ici, moi, j'avais fait toutes les 25 images. Il va extraire une. Puis il va vérifier quelle est l'image la plus petite en XY et il va tout cropper pour avoir toute la même taille. Comme ça, quand on le réimporte dans l'appareil, on a un gros fichier 3D représentant 1, 2, 3, 25, 50, 100 cerveaux. Il y en a quelques layers de chacun des cerveaux. Après, j'ai fait un autre script, vous allez voir, qui va permettre, donc ça c'est le script 1, le script 2 c'est celui qui ouvre Napari et qui va ouvrir tout plugin, on peut en voir ça ensemble, et le script 3 c'est un script qui va être hyper homogénéisé, qui va vous permettre de vérifier le nombre de classes que vous aviez utilisées pendant le training, qui va vous permettre de choisir si vous voulez des classifications ou des probabilités, et de choisir quelle classe vous voulez exporter. Parce que peut-être que vous avez fait, comme moi, la classe 1, 2 et 3 pour background, cerveau et vaisseau, mais au final, ce que vous vouliez produire, c'était avoir une image seulement de la probabilité des vaisseaux sanguins. Donc maintenant, vous pouvez tout choisir ça. Vous pouvez aussi, donc l'écriture se fait de façon incrémentée. Donc ça, c'est parce que sinon, en fait, plein d'utilisateurs, quand on a essayé chez eux, ils n'avaient pas assez de RAM que pour tenir l'image. Donc ça vous paraît un détail, mais j'avoue que ça aide beaucoup les utilisateurs. Et normalement, j'ai vérifié tout ce qui est file format et il est utilisable dans un appareil Fuji ou n'importe quoi. Et vous pouvez continuer vos analyses derrière. Donc ça, c'est ce qui est sur GitHub. Donc voilà. Donc comment ça se passe? Je ne sais pas si je passe sur GitHub, si vous allez voir mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez toujours ma présentation. Toujours la 13. Toujours la presse, ouais. Ok. C'est quand même pas très rigolo. Si je fais écran plutôt partagé. Ça va là? Ouais, Donc, on a pour l'écran. l'instant, ici, il y a le Git. Alors, comme a fait remarquer Nicolas, il manque un fichier, je vais le rajouter. Donc, j'ai pas mal travaillé aussi sur essayer de vous faire un outil qui est le plus user-friendly. Je vais pas mentir, hein, les gens de l'EPFL m'ont beaucoup inspiré sur comment ils travaillaient, donc j'ai essayé de faire un truc un peu joli. Et s'il manque des choses, il faut me le dire. Avec ce qui regroupe du coup l'entièreté des scripts, essayer de faire un truc assez user-friendly où j'explique comment on fait les annotations, pourquoi on est parti là-dessus, comment on fait l'installation, tous les scripts utilisés, etc. Ah oui, aussi comment vous devez organiser vos données, etc., etc. Mon script, pas mon script, mais l'outil pour l'instant, comme je vous ai dit, le premier, ça va extraire des images 2D, tous les 25 layers, deux fichiers en .czi, en images, et il va les convertir en émittifs. Maintenant, si vous avez des TIFF, si vous avez des ND2, etc., soit il faut recoder pour l'instant le premier, soit vous convertissez tout en TIFF et vous passez directement au point 2, qui est la partie pour ouvrir l'outil. Ça va? Voilà. Donc pour ouvrir l'outil, après, on a ce genre de script. Donc c'est un Jupyter Notebook, hein, classico-classique, qui va nous permettre d'ouvrir à Paris, si j'y arrive. Hop. Et l'outil ressemble à ça. Donc si on a, au début, quand on n'a rien à noter, oups, ah bien sûr, ça va bugger. Ouais, je pense à ça pour la démo. Est-ce que quelqu'un peut me redire comment je resize à Paris? Parce que d'habitude, je travaille sur un grand écran et là, il est tout là-dedans. Bon, il me manque des éléments de l'appareil, je suis désolé, j'arrive pas à le remettre correctement. Donc voilà, on va avoir différents layers à gauche, mais là il m'en manque. On va pouvoir. Je peux pas changer d'image. Si. Voilà. Comment je fais pour sélectionner? Hop, image. On va pouvoir changer le brightness and contrast de l'image. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai une image et je peux changer les contrastes de l'image actuelle. Et comment ça se passe? Si c'est la première fois que vous faites des annotations, ça fonctionne en sparse annotation. On va aller dans le layer avec le label box, tracer un carré qui est plus grand que le patch qu'on veut générer. Voilà. Et après, dans le label, vous faites les annotations que vous voulez. Ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3. Donc, je pourrais dire, par exemple, ça, c'est du bruit de fond. Avec la molette, je zoome et je dézoome. Là, c'est du tissu. Et là, pour augmenter le brush, vous maintenez Alt, vous bougez de gauche à droite.
Et par exemple, là, c'est mon vaisseau. Donc ça va se passer comme ça. Puis après, on va pouvoir augmenter les images. Donc on va pouvoir choisir le nombre de patchs, comme je disais, donc, et avec la taille de chacun des patchs. Donc par exemple, ça, si j'en fais 20, imaginons, j'augmente. Si je vais dans le bon dossier, hop, démo, patch, input. Et vous voyez que je vais avoir en fait une création de patch en fonction de ce que j'ai dit avec une taille de 512 par 512 et des rotations, des changements du brightness et contrast pour que l'IA puisse généraliser. Alors, il faut que je reprenne ma fenêtre. Hop, voilà, donc ça. Et puis après, on va pouvoir, si je lui fais entraînement ici, je vais pouvoir avoir cette nouvelle fenêtre qui apparaît avec le choix de la profondeur. Donc là, je vais aller sur quelque chose d'assez rapide. Le nombre de features, des poids. Donc par exemple ici, est-ce qu'il faut que ça soit plus important pour le background? Est-ce qu'il faut que ça soit plus important pour le cerveau? Ou en 3, bah, c'est mes vaisseaux sanguins. Puis on peut choisir le nombre d'époques. Si je veux aller vite, là, je mets 10. Le nombre de dropout, donc au moins 20%, et je peux lui donner un petit nom. Pouc. Donc là, pour les poids, tu avais mis quelle valeur, toi, dans ton cas? Dans mon cas, j'avais mis 1 pour le background, 2 pour le cerveau et 6 pour les vaisseaux. D'accord. Et donc là, si je C'était retourne... empirique, c'est en essayant ou il y a... Non, c'est un essai-erreur en fait. C'est-à-dire que D'accord. moi, ce qu'il y a, c'est... J'ai remarqué que typiquement, et mes poids changent en fonction de à quelle étape je suis dans le training. Je m'explique. Au tout début, vu qu'on va travailler sur de la sparse annotation, vous n'avez pas beaucoup d'annotations. Et donc, il m'est arrivé, par exemple, qu'au tout début, je mette des poids ridiculement absurdes pour détecter les vaisseaux sanguins parce qu'il avait vraiment du mal à les voir. Et plus il va avoir de données à noter, et plus je vais réduire ces poids-là. Parce que là, on va voir le système Human in the Loop. Comme vous voyez, là, le Jupyter Notebook, il est en train de travailler. Il y a les époques qui sont en train d'arriver. Voilà, quand il a fini, il est content. Et maintenant, je vais pouvoir, sur une nouvelle image, sinon je suis sur cette image-là, je prends une nouvelle image que je n'ai pas annotée, par exemple celle-ci, je vais pouvoir charger ici, j'ai démo, et prédire l'image actuelle. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bah, globalement, qu'est-ce qu'il voit? Il a bien compris ce que c'était le background, il a bien compris ce que c'était un cerveau, mais il est incapable de trouver les vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, comment je vais faire le Human in the Loop et pour essayer de améliorer ici ma détection? Donc, je vais peut-être prendre, si ça ne vous dérange pas, un modèle qui marche un peu mieux. Tac, 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 hop. J'en profite pendant que tu cherches le modèle, mais je pense que tu vas répondre à la question. C'est là, dès que tu fais ton premier rendu, Ouais, il te sauve un modèle 1, oui, le modèle 1. définitif. Et du coup, tu réitères et tu sauves 25 versions du modèle ou il écrase le modèle d'avant? Pour l'instant, on sauve 25 versions du modèle. On n'y a pas une fonction. Il faudrait rajouter peut-être cet Je, outil pour lui dire je, écrase-le. je sais pas, moi je suis plus dans d'avoir 25 versions Pour perso, l'instant, on mais en fait 25 parce que comme ça vous permet en fait de jouer. Vous de avez revenir en arrière éventuellement aussi. C'est ça. Donc imaginons que là, j'ai un modèle qui est mieux entraîné et que je prédis, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il sait reconnaître globalement des vaisseaux sanguins, mais les gros vaisseaux, il a mal appris, etc. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est donc lui donner plus d'informations. Mais vous êtes des chercheurs, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Vous n'allez pas dire à vous, vous-même ou aux utilisateurs, bah, tu dois tout annoter parce que plus le UNet va avoir de données et plus ça va être bon. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est que ici, vous dessinez encore votre label box, comme tout à l'heure, mais maintenant que vous avez fait votre label box, vous voyez qu'il vous demande est-ce que vous voulez, grâce aux prédictions faites avant, créer vos labels? Et si vous dites oui, maintenant vous avez déjà tout qui est prêt à noter. Et vous n'avez plus qu'à corriger ponctuellement des informations. Et donc, vous utilisez vraiment un UNet de façon hyper user-friendly. Parce que oui, au début, vous allez juste faire du gribouillage, changer un peu les poids pour vraiment focus sur ce qui vous intéresse. Mais après, on pourrait prendre des données hyper bien annotées et se dire, bah, en fait, moi, ce qui me manque, c'est juste ces données-là. Je prends mon brush et
je vais pouvoir annoter gentiment juste ce qu'il me fallait. Et je vais pouvoir réaugmenter cette image-là, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que ça va tourner. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. Oui, Nicolas? Euh, Deux choses. Là, est-ce que dans cette deuxième étape, dans la première rapport de Human in the Loop, tu repasses en sparse annotation, tu restes toujours en mode sparse, En c'est-à-dire que fait, même si tu n'annotes pas des trucs, ça n'a pas un poids énorme. moi, je suis toujours en sparse annotation pour le moment parce que ça me permet de ne pas recorriger toutes les images. C'est-à-dire qu'il y a des images où j'ai fait juste des Ah vaisseaux ouais, sanguins, il y a des images où j'ai fait que les cerveaux, et pour être sûr qu'ils se trompent pas, je reste toujours en mode sparse annotation du début à la fin. Même mais si mon image, là, à la fin, en entrée, elle est comme ça, hein. voilà, à l'entrée, là, tu as tout qui est annoté, Ouais, mais ça reste sparse quand même. ouais. Je reste toujours en mode sparse annotation, comme ça, si par exemple je reprends une image précédente, comme celle-là, elle va être prise en compte. Ok. Donc celle-là va être prise en compte, mais celle-là aussi. Et dans ta méthodologie, Ouais, quand tu refais ta zone là pour qu'il fasse une prédiction, oui, là, tu as pris une très grande zone. oui, Tu es obligé de tout recorriger. Parce que là, en gros, si tu corriges pas bien correctement, des vaisseaux que tu as mis comme cerveau peuvent avoir un mauvais poids dans exactement, ton. Donc là, exactement. dans ta méthodologie, tu n'es quand même pas obligé d'y Sauf aller comme un que bourrin au début c'est ou ça. pas? Oui, non. Alors, ce que tu peux faire, et ce que j'ai déjà fait qui marche bien, je me doutais de ce genre de questions, c'est que tu peux prendre l'outil, en fait, ici de Fill Bucket, et imaginons que tu veux corriger que les vaisseaux. On est en sparse annotation. Tu pourrais te mettre en classe 0, pas annoté, et tu dis, le background, il est en 0, mon cerveau est en 0, mes vaisseaux sont annotés, et même si tu n'as pas bien annoté les vaisseaux, du coup, comme tu es en mode sparse annotation, c'est pas grave. Et donc, si, tu peux y aller comme un bourrin. Faut Ouais, juste. Parce qu'en fait, si, tu vois, si le pixel à côté de ton vaisseau, tu lui as dit que c'était du Hmm. cerveau, là, tu as un problème. Par contre, s'il Ouais, ne le sait pas, bah, il est en mode logique sparse et il le cherche. c'est malin, c'est malin. Et donc, le workflow, en fait, c'est comme ça. Il y a le premier script qui va extraire, au moins ici, par défaut, 25, tous les 25 images, une image. Tous les 25 plans, pardon, une image. Puis après, qui va crop pour générer ceci. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais je pense que oui, qu'on voit bien que les images proviennent de cerveaux différents. Il y a différentes illuminations, on voit les plans différents. Vous voyez, là, il y a des images qui sont beaucoup plus intenses, etc. Mais le plugin, en fait, lui, pour lui, c'est juste une image 3D. Mais vous savez que c'est une image 3D représentative de votre dataset. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va grossièrement sur quelques images annoter comme sur un QPass, parce qu'on va faire du pixel classifier. Puis bien penser à avoir un nombre de patchs minimum, parce que sinon ça ne marchera pas. Et on va grossièrement entre, là j'ai mis 35 à 50 époques, mais on aurait pu aller à 20. À 20, c'est quand même, les premiers tours, c'est pas assez, je pense. Et on va l'entraîner, puis on va appliquer ça sur une nouvelle image, la corriger, et en fait on tourne comme ça. C'est un human in the loop, vraiment, c'est votre cell pose, mais en unit. Et après, ce que j'ai bien dit ici, c'est que faire attention, parce que c'est ça qui ralentit, de garder plus ou moins 1000 patchs au total. Donc si, imaginons, vous faites plein, 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 plein de boucles, et à chaque fois vous dites, moi je veux une augmentation, donc c'est ici, hein. Moi à chaque fois je corrige et je veux à chaque fois augmenter avec 100 images, vous allez vite arriver à par exemple 10 000 images. C'est pas grave, vous cliquez sur Delete Augmentation, là il va tout supprimer ce qui est dans le dossier des augmentations. Et là, par exemple, imaginons que j'ai annoté suffisamment d'images, je peux lui dire, bah, moi, je veux seulement 20 images pour l'ensemble des images annotées, en 512 par 512, et je lui dis, augmenter toutes les images, et là, il va refaire l'entièreté du dossier, et voilà. Par contre, si vous avez des images sur lesquelles il a plus de mal, vous pourriez retourner sur cette image en particulier et augmenter plus une image plus qu'une autre. Et à la fin, on arrive à ce genre de résultat. Donc ici, en vert, c'était mes raw data, et en rouge, c'est les prédictions. Ou en 3D. Et je l'ai même ouvert normalement sur Imaris. Donc ici, c'est l'inverse.
parce que sinon ce serait pas drôle. Donc ici, ce sont mes images de base. Et ici, je mets le channel vert, ce sont les prédictions. Alors tout n'est pas parfait, hein. Comme vous voyez, il y a un moment donné, il y a un artefact, il a vu une bulle, ici. Ça, c'est une bulle dans mon échantillon. Mais globalement, il a compris ce qu'il fallait. Et après, comme je disais, avec le script 3 que je peux vous montrer, hop là, Home, script 3 que vous avez sur Internet, vous pourrez du coup ici dire du coup le fichier parent, où sont les données, quel modèle utiliser, où il doit sauvegarder les données. Et vous pouvez, là, on vérifie qu'on puisse utiliser le CPU ou le GPU. Et après, vous pouvez du coup choisir ici si vous voulez des probabilités ou des classifications. Il y a juste à écrire ce que vous voulez. Et vous pouvez ici choisir ce que vous voulez. Donc faites attention que Python compte à partir de 0. Donc si vous voulez le background, il faudra mettre 0. Et là, si je mets 0 et 2, j'ai le background et j'ai les vaisseaux. Et ça, après, il vous génère des fichiers OMITIF avec lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez.